Bonjour et bienvenue à une autre émission de Histoire de livres. Mon nom est Marie Brassard. Avant de tenir entre vos mains un livre, tout neuf acheté à la librairie ou emprunté à votre bibliothèque municipale, vous ignorez peut-être la petite histoire qui se cache derrière ce produit, ce récit, ce conte. J'ai donc le plaisir de recevoir aujourd'hui à mes côtés une auteure qui justement pourra nous partager la petite histoire de ses livres, Madame Lise Bonneville. Bonjour. Bonjour Lise. Vous nous parlez aujourd'hui de deux ouvrages en particulier qui sont vos plus récents bébés. Oui. Et j'ai le plaisir donc de vous inviter à me parler de celui pour lequel vous venez tout juste de faire une activité. Donc la visite au Salon du Livre vous permet de parler de vos ouvrages. Parlez-moi de ce livre qui s'intitule « Quoi de neuf au village ». Comment est-il né? Il est né d'un défi que je me suis lancé. Je venais d'écrire une trilogie et après avoir raconté une histoire qui se prolongeait sur 3 livres, j'avais envie d'un défi différent. Et il y a 2 ans, je ne me suis jamais intéressée à la nouvelle. J'avais une idée préconçue qui était que les nouvelles, ce sont des histoires qui pourraient être plus élaborées, mais qui sont restées à l'état superficiel. Et j'en ai lu quelques-unes après avoir écrit ma trilogie et je me suis rendu compte du défi que ça représentait de présenter des personnages, de leur faire arriver une histoire digne de mention et de régler la situation en 2-3 pages ou en 5 pages, 10 pages, 15 pages. Et pour moi, c'était encore plus un défi que pour tous les auteurs qui se spécialisent dans la nouvelle parce que j'avais plutôt pris la tangente contraire avec ma trilogie. Mais dans le cas d'une série de nouvelles, comme dans le livre « Quoi de neuf au village », c'est que vous allez à la rencontre d'un public différent. Quelqu'un qui a peu de temps pour lire une trilogie ou pour parcourir un ouvrage plus consistant va avoir du grand plaisir à découvrir des nouvelles. Oui, en fait, les gens ont souvent peur de s'attaquer à une trilogie parce qu'ils se disent « Moi, j'ai trop peu de temps pour lire, je vais perdre le fil. Quand je vais attaquer le 2e, je vais avoir oublié le début du 1er. Quand je vais être rendu au 3e, je vais avoir oublié le 1er et le 2e. » Donc, ils ne s'y attaquent pas tout simplement. Alors que là, ils peuvent se dire « J'ai 10 minutes, il y a une histoire qui se lit en 10 minutes. » Et comment est né le contexte de cette série de nouvelles? J'ai commencé par me lancer ce défi personnel d'écrire une nouvelle et de voir si je pouvais faire ce tour de force, de présenter un personnage ou plusieurs, de faire arriver un événement digne de mention et ensuite de régler la situation en peu de pages. Vous présentez un contexte historique ou socio-culturel très particulier. Oui, mais ça, je l'ai fait après. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai commencé par écrire une nouvelle. Et c'est quand j'ai vu que le résultat était présentable que j'ai décidé d'en faire plusieurs. Je savais que si je pouvais en faire une, je pouvais en faire une 12aine. Donc, j'ai écrit 12 récits, 3 contes pour adultes et 9 nouvelles. Et c'est une fois que le tout a été rassemblé que je me suis rendu compte qu'il fallait faire une mise en situation. Parce que toutes les nouvelles se passent dans la même période, à la fin du baby boom, de 1950 à 1960, et que la plupart de mes lecteurs n'étaient pas encore nés au moment où cette période-là s'écoulait. Et tout se passe dans un même village, un village imaginaire du Québec, mais où les gens sont des gens très ordinaires. Donc, il fallait aussi faire une mise en situation pour faire comprendre à ceux qui n'ont pas connu cette période-là que la vie dans un village, c'était une entité très particulière et que ça pouvait se passer dans n'importe quel village du Québec.
Très intéressante mise en situation. Vous nous présentez des nouvelles qui sortent un peu des sentiers battus. Quel est le plaisir pour vous d'explorer un genre qui soit peut-être nouveau, qui soit différent? Ces nouvelles-là, je vous l'ai dit, se passent toutes dans un même village imaginaire. Donc, les personnages pourraient être les personnages de n'importe quel village des années 50. Le curé, le notaire, le boulanger, le forgeron, les cultivateurs et même l'entrepreneur de pompes funèbres, qui s'appelle un thanatologue dans les nouvelles parce que c'est vu de maintenant, mais que à ce moment-là, tout le monde appelait l'entrepreneur de pompes funèbres ou l'embaumeur. Et ces nouvelles sont écrites au sujet de personnages qui se connaissent entre eux et qui ont vécu les mêmes événements collectifs que les autres qui sont aussi dans la nouvelle. Donc, ils ont beau être imaginaires, l'ensemble du village finit par se reconstituer quand on voit 12 personnages différents à qui, un à un, il arrive des choses vraiment pas ordinaires. Et lorsque vous écrivez, Lise, est-ce que vous avez déjà en tête le contact que vous aurez avec vos lecteurs? Je lis dans le sens que je m'adresse à quelqu'un quand j'écris, mais ce n'est pas nécessairement une personne en particulier. C'est la personne qui aura le livre en main et qui sera en train d'écouter ce que j'ai à lui dire et qui pensera et qui repensera à ça par la suite. Donc, ça fait appel évidemment à la mémoire de ce qui est arrivé à l'autre personnage, puisqu'ils sont tous du même village, c'est le lien commun, et ils sont tous de la même époque, c'est l'autre lien commun qu'ils ont entre eux. Très intéressante mise en situation. Le public, le lectorat se situe entre quel âge et quel âge? Quels seraient les gens qui pourraient être intéressés par la lecture de ce livre, Quoi de neuf au village? Ce sont des histoires pour adultes, mais je dirais qu'à partir du secondaire 4 et 5, 16 ans et plus, c'est tout à fait à la portée de tous les étudiants, par exemple, de la fin du secondaire et du cégep. Et c'est tout à fait à la portée de n'importe qui n'est pas habitué de lire et qui a envie de commencer à s'initier à une lecture personnelle qui ne lui aura pas été déjà mâchée par un journal ou par une publicité. Très bien. C'est très bien de pouvoir inviter les gens à découvrir par eux-mêmes leur contact avec les livres. Ça m'amène maintenant à parler à votre tout dernier livre qui paraît actuellement et qui s'adresse à un autre public. Le livre « Tout le monde en cage, on visite le zoo », signé Lise Bonneville, est né comment déjà? Il a sa petite histoire lui aussi et il est le résultat d'un autre livre que j'ai fait peu de temps avant. À la naissance de mon petit-fils, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Tiens-toi après les oreilles à papy », qui raconte l'histoire d'un grand-père qui visite le zoo de Granby. Et quand j'ai sorti ce premier livre, les mamies sont venues me trouver à tous les salons du livre où je suis allée, et j'en ai fait 7 cette année-là, pour me semoncer et me dire que ma démarche était injuste vis-à-vis d'elles parce que elles m'ont toutes dit « on s'occupe des hommes, on s'occupe des enfants plus que les hommes, mais là, c'est un homme qui a son livre et nous, on n'en a pas. » Alors, j'ai pris un engagement à chaque fois que la même remarque revenait. Je disais, la prochaine fois, ce sera une mamie. Et le livre, le premier, se terminait par la phrase suivante, « La prochaine fois, on ira aux eaux de Saint-Félicien. » Alors, j'avais une sorte de double engagement et je me sentais poussée dans le dos par la peur de revoir les mamies à qui j'avais fait la promesse sans avoir de livre à leur montrer. Alors, c'est de là qu'est né ce livre, Tout le monde en cage, on visite le zoo, qui se passe aux eaux de Saint-Félicien. Et c'est une mamie qui, pour l'anniversaire de sa petite fille, l'emmène
visiter le zoo. Elles font un voyage de 4 jours ensemble. Elles célèbrent l'anniversaire de la petite Opaline dans le zoo. Et en même temps, c'est l'anniversaire des oursons qui ont leur gâteau d'anniversaire le jour où Opaline a le sien. Alors, vous nous illustrez bien à quel point, parfois, les lecteurs ou lectrices peuvent influencer le travail même de création d'un auteur. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup quand les gens viennent me parler de mes livres. Et je suis à l'écoute de leurs remarques, autant positives que négatives. Pas parce que je vais faire arriver autre chose si elles n'aiment pas que ça arrive à un personnage. Quand un personnage existe, il a une sorte d'identité propre et d'existence à lui. Et que les gens me disent n'importe quoi, ça n'empêchera pas ce qui doit arriver d'arriver. Évidemment, mais il y a eu, dans ce cas-ci, une influence directe avec votre lectorat. Oui, dans la conception même du livre, je l'ai fait parce que les mamies m'ont parlé et m'ont parlé abondamment de la situation. Et cette fois-ci, j'imagine la relation intergénérationnelle entre votre personnage de mamie et la petite fille qui est l'héroïne ou un des personnages centraux. Comment se passe dans votre approche à vous l'importance des valeurs de communication entre les générations? Est-ce que c'était un point marquant de votre récit? C'est devenu très important pour moi au moment de la naissance de mon petit-fils, qui a maintenant, il va avoir 2 ans bientôt. Mais au moment où je savais que ce bébé-là allait naître, j'ai commencé à m'intéresser au rapport intergénérationnel. Et le premier livre, c'est un papy avec son petit-fils. Ici, c'est une mamie avec sa petite-fille. Et justement, j'ai essayé de capter ce qu'il y a de tendre et de précieux dans les relations entre les petits-enfants et les grands-parents quand les deux ont suffisamment de temps et de santé pour s'en occuper. Pour bien communiquer. Pour bien en profiter, oui. OK. Est-ce qu'il s'agit d'un livre qu'un adulte va lire à un enfant ou un petit-enfant, ou est-ce que l'enfant lui-même peut s'approprier cette lecture? Le livre que vous voyez ici, Tout le monde en cage, est fait pour être lu par le petit garçon ou la petite fille. Ou l'enfant. Oui, c'est un livre pour les 7-8 ans. C'est un roman d'une 50aine de pages. Il a plus d'écrits que d'illustrations, malgré qu'il y a beaucoup de photos du zoo dans le livre et que la manière dont le texte est disposé est amusant à regarder. Mais c'est souvent le premier roman qu'un enfant lit, c'est à 7-8 ans. Parce que là, il sait qu'il sait lire, donc il peut plonger, faire des tests. Et je l'ai essayé dans les salons du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean où je l'ai présenté. J'ai fait lire des enfants qui, au premier coup d'œil, étaient capables de me lire des paragraphes complets. Mais c'est une très belle initiative, Lise. J'invite donc les gens à se procurer les 2 ouvrages dont nous venons de parler. Quoi de neuf au village, aux éditions Les Francophiles, et Tout le monde en cage, on visite le zoo. Et merci de nous avoir partagé la petite histoire de vos livres. Merci de m'avoir accueilli et de vous intéresser à mes ouvrages. Avec un grand plaisir. D'ailleurs, je termine avec une citation de Jacques Salomé. Un livre a toujours 2 auteurs. D'abord celui qui l'écrit avec passion et tendresse, et également celui qui le lit. Merci, Lise. Au revoir. Merci. Je vous retrouve avec plaisir en compagnie de Benoît Dubé, l'auteur du conte initiatique pour tous, Le conte à rebours. Bonjour, Benoît. Bonjour, Marie. Ce livre est votre tout premier livre publié. Il est tout frais maintenant sur le marché. Je suis très curieuse de savoir comment est née cette histoire.
Cette histoire date de 2010. En réalité, aux fêtes, à chaque année, normalement, j'écrivais un texte, un poème, une petite lettre pour les temps des fêtes à ma famille et les amis par courriel. Puis en 2010, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire? Et j'ai eu une impulsion qui a dit, bien, écris une petite histoire. Alors, j'ai écrit une histoire. C'est sûr que je n'ai pas été prêt à faire mon envoi pour les vœux du 1er janvier. Ça a été au 25-26 janvier. J'avais écrit un texte et c'est le compte à rebours est né à partir de cette période-là. Et puis, de fil en aiguille, bien, j'ai eu des commentaires qui étaient très, très positifs. Tout a resté comme ça et en 2011, j'ai décidé, après mûre réflexion, de pousser le projet beaucoup plus loin pour me rendre, dire pourquoi est-ce que je ne le rendrais pas au niveau de le rendre réel, finalement, comme un livre à offrir. Et non seulement vous l'avez poussé, mais vous l'avez aussi produit et traduit en 3 langues. Nous avons maintenant un livre à travers lequel nous pouvons communiquer d'une façon interculturelle. Quel était votre défi de pouvoir le proposer maintenant en 3 langues? Le défi, bien, on me disait que dans le marché québécois, ça serait peut-être quelque chose qui serait plus difficile à offrir, étant donné le côté francophone. Mais j'ai quand même gardé mon concept et finalement, je suis très heureux d'avoir poussé jusqu'au bout parce que, justement, l'accueil est favorable. Les gens sont, par rapport aux 3 langues, le français, anglais, espagnol, ça rejoint, d'après moi, aussi un besoin et un désir quand on parle d'interculturel, justement. Donc, pour ça, je suis très content qu'on ait pu le rendre à terme. L'accueil, comme je vous disais, est très favorable présentement. L'utilisation du conte, dans ce cas-ci, nous permet de rentrer dans une bulle où la métaphore est constamment présente. Vous nous amenez dans un village médiéval. Ceci permet de rejoindre un public très large et surtout de très jeunes, maintenant, lecteurs. Oui, bien, comme on l'a mentionné au début, c'est un conte pour tous. Autant la personne, l'enfant qui va pouvoir regarder les très belles illustrations, va pouvoir se faire raconter l'histoire par un adulte, un parent, autant que les gens, selon l'âge à laquelle ils seront rendus, vont pouvoir découvrir certaines couches de compréhension face au livre, justement. C'est ce qui fait justement les jeux de mots, les jeux de sens, les couches de profondeur. Exemple, dans les personnages, les prénoms sont identifiés comme étant des sentiments, des émotions, des traits de caractère, tandis que le nom de famille vient décrire la profession à laquelle ils œuvrent. Donc, à ce moment-là, pour certains, bon, ça va être tout simplement un nom, un prénom. Puis au fur et à mesure, bien là, ils vont découvrir l'étendue du bagage émotionnel, visuel, très imagé du conte, mais dans les 3 langues aussi. Le procédé est très agréable. Moi, j'ai particulièrement apprécié que vous vous mettiez en scène puisque vous devenez le narrateur de ce conte. Comment aider l'idée de créer votre propre personnage intégré au conte, le personnage du conte légende que vous personnifiez? Comment est née cette idée de devenir le passeur du message? Bien, comme j'aime raconter des histoires, écrire des textes, ces choses-là, c'est sûr qu'on pourrait penser au début que c'est peut-être une question d'ego, mais c'est pas à ce niveau-là. C'est vraiment comme un prolongement de moi-même, étant donné que dans le livre, pour les gens qui me connaissent bien, ma famille, des amis proches, il y a des faits qui sont réels dans l'histoire et le reste, ce sont une invention qui est, comme on dirait, romancé, on pourrait dire, ou fictif ou fantastique. Donc, pour certaines personnes, ils vont reconnaître des informations qui sont vraiment réelles, tandis que d'autres, bien, ils vont tout simplement lire l'histoire. Et j'avais le goût de faire partie intégrante, question personnelle, du projet lui-même. Donc, en étant le conte, légende, en étant celui qui faisait la narration, j'étais très impliqué finalement dans le processus, tout en essayant d'être détaché pour pouvoir rendre l'histoire dans les différents niveaux. Là. Nous parlons ici d'un conte universel, un conte philosophique, mais accessible à tous les publics. Quel est votre message thème? Quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer à l'intérieur de ce conte? Bien, principalement, je vous dirais, c'est au niveau, bon, le mot-clé, c'est l'harmonie.
le respect de soi-même, le respect de l'autre, de découvrir, bon, que quand on est en harmonie, on est dans un état d'être qui nous en fait, on pourrait dire qu'on flotte, on peut être bien terre à terre, mais en même temps un sentiment de légèreté qui nous habite. Tandis que quand on est en disharmonie pour cause de colère, de jalousie ou de tout autre sentiment, mais qui nous alourdit, ça fait en sorte qu'on se trouve à moins aimer le temps que l'on passe. Un exemple concret, c'est quand on se lève le matin, des fois on dit « Bon, je me suis levé du mauvais côté ce matin, puis là, il me semble que tout découle, mais ne va pas bien. Il y a des embûches, quoi que ce soit. Puis il y a d'autres matins, on dirait que là, on se lève, puis j'arrive à temps pour l'autobus, j'arrive à temps pour le travail. Tout fonctionne. Tout fonctionne vraiment bien. Fait qu'à ce niveau-là, c'est un peu ça que je veux partager, puis de ramener les gens à se dire, si on est en disharmonie, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui peut m'aider pour retrouver cet état d'être? Dans le contexte de ce conte, non seulement il s'agit de l'harmonie pour une personne, mais aussi on parle de l'harmonie de la communauté, d'où l'idée même que votre récit est basé sur le fait que le roi du village va réunir dans une espèce de compte à rebours, cette fois-ci, va réunir tous les gens du village pour que la solution proposée ne vienne pas seulement d'une personne, mais bien d'un ensemble de personnes. Cette approche de la recherche de solutions en groupe, c'est quelque chose qui avait de l'importance pour vous? Bien, oui, parce que je trouve que souvent, quand on regarde comment les choses se passent, les gens sont plus au lieu de trouver une solution, des fois, ils sont comme en contradiction. Puis là, c'est comme de monter, de se dire, OK, on a un but commun. Comment est-ce qu'on pourrait trouver cette solution-là? Elle est personnelle, mais elle est en même temps interactive avec l'autre qui est en face de soi ou la communauté. Donc, comment puis-je faire pour réunir ça pour que ça fonctionne? Donc, la communauté, je veux dire, si moi je suis bien, je peux rayonner ça à l'autre et l'autre a la chance de rayonner. Mais en même temps, vu qu'on est des êtres humains, on est en interaction. Donc, c'est d'aller chercher ce côté-là pour faire en sorte qu'on peut trouver de façon durable une solution qui va être bénéfique pour les deux, finalement. L'effet qu'il soit en 3 langues aussi permet de penser à des échanges multiculturels sur les mêmes thèmes. C'est aussi une approche qui est assez exceptionnelle. Oui, il faut dire que j'ai voyagé aussi. Je suis allé 3 fois au moins avec mon sac à dos au Pérou, voyager. Puis j'ai toujours été... L'être humain a toujours été une part importante dans ma vie. Les communications, savoir apprendre de l'autre, connaître l'autre, comment qu'il vit. Et donc, les langues m'intéressent. L'autre culture m'intéresse. Donc, en faisant un conte, un livre sous la forme d'un conte aussi, ce que je trouvais intéressant, c'est justement les 3 langues vont permettre que les gens puissent, même s'ils ne sont pas de la même nationalité, exemple, s'ils se côtoient, pourront parler de la même histoire et se partager comment ça les fait, qu'est-ce que ça leur fait vivre comme processus. Alors, je vais peut-être pas vous demander de nous lire un extrait en espagnol ou en anglais, mais j'aimerais bien partager avec vous un court extrait en français, cette fois pour nous illustrer un petit peu le style de raconteur que vous installez dans votre récit. Alors, nous parlons d'un extrait du livre « Le conte à rebours » qui est écrit par Benoît Dubé, illustré par Jean Archambault. Et je laisse donc la place au conteur pour un bref extrait. Merci. Donc, pour le court texte que je vous lis, c'est ça, ça se produit au moment où est-ce que un des personnages centraux, qui est Mme Ressenti la chamane, rencontre 2 nouveaux intrus au bord de la rivière. Nous étions un mercredi, jour de pleine lune selon le calendrier lunaire, une période favorable pour aller cueillir certaines herbes bénéfiques aux humains. La belle Ressentie, parvenue à la rivière, s'affairait à sa récolte avec attention, car il ne fallait pas se tromper. Elle en oubliait tout. Après avoir rempli son panier, elle leva la tête pour respirer un bon coup, et c'est alors qu'elle aperçut un enfant et un homme qui pêchaient un peu plus loin, à l'ombre d'un gros arbre. Intriguée de ne pas les reconnaître, car elle savait les noms de tous, les habitants de Rebours, elle se rapprocha d'eux pour se présenter en notant leur allure négligée. Et là...
Alors, l'histoire débute. Le style est très intéressant, très vivant. L'idée, justement, de pouvoir le raconter ou de le partager avec un adulte qui peut le raconter, c'est un aspect intéressant de ce conte, puisqu'il peut aussi être lu par un adulte à un plus jeune, comme il peut être lu directement par celui qui le possède, peu importe son âge. Oui, exactement. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que même en famille ou en groupe ou à l'école ou quoi que ce soit, les personnages sont assez quand même descriptifs et il y a une assez longue durée pour l'histoire elle-même, peu importe la langue, français, anglais, espagnol, pour faire même des petits jeux de rôle, pour faire embarquer les gens, prendre vie à l'intérieur du personnage même, pour ressentir qu'est-ce qui se passe. Okay. Est-ce que cette expérience de vous livrer, de livrer vos propres valeurs, de transmettre vos propres valeurs à l'intérieur d'un conte, vous a apporté quelque chose de particulier? Le processus de toute cette réalisation-là, l'objectif derrière moi, c'est comme on dit, les gens, on va dans une profession vers laquelle on a besoin. L'écriture de ça fait ensuite le processus de moi-même vivre le processus de l'harmonisation à l'intérieur de mon être. Et c'est ce processus-là, finalement, que je veux partager. Je n'ai pas la prétention de dire que j'ai réussi à avoir l'harmonisation complète, mais d'ailleurs, je vais devoir même moi-même le relire en tant que lecteur et non pas juste en tant qu'auteur pour prendre le temps de vraiment assimiler tout ce qui a été écrit dedans, parce que des fois, j'ai eu l'impression que le livre avait de l'avance sur moi-même. Donc là, je vais avoir du rattrapage à faire moi aussi, mais le but, c'est l'harmonisation de moi-même aussi. Alors, merci beaucoup, Benoît Dubé, pour ce conte, le conte à rebours, conte pour tous, que vous nous présentez aujourd'hui. Je termine cette émission en vous laissant une nouvelle citation, cette fois de Jules Renard. Chacune de nos lectures nous laisse avec une graine qui germe. À nous de la faire grandir. Merci, à la prochaine.